On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va très bien, toujours très heureux d'être avec vous, Cécile, et vous savez qu'il y a du très lourd aujourd'hui. Vous avez déjà une de nos vraies voix qui a dit je vise 4 victoires consécutives au qui c'est qui l'a dit. C'est un petit côté Nadal à Roland-Garros, Djoko en Australie, Federer à Wimbledon. On sent qu'il a l'envie de gagner. Mais vous oubliez ce qu'il a ajouté. C'est qu'il gagnait parce qu'il voyait les questions sur votre... Non, mais là, il a bluffé. Ouais. Je les cache. Vous bluffez, Martineau. Voilà, ravi de vous accueillir encore aujourd'hui. 0826 300 300 avec ce numéro de téléphone que vous n'hésitez pas à utiliser, bien entendu, jusqu'à 19h. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok vous permet aussi, bien entendu, de discuter avec nous et de débattre avec nous. Et vous abonner sur notre chaîne YouTube vous permettra de nous voir en direct. On vous fait des petits coucou. Allez, le sommaire de cette émission, chers amis, le grand débat du jour, c'est à 17h30 comme chaque jour. 2 jours après le revers de la motion de rejet sur le projet de loi immigration, la Première ministre a commencé ses tractations, plus que jamais ardues avec les LR, en vue d'une commission mixte paritaire qui se réunira lundi et jouera à quitte ou double pour le destin du texte. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, un compromis est toujours possible, notamment avec les LR? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative, cette CMP, plutôt que d'avoir envoyé le texte au Sénat, qui était une autre possibilité? Pensez-vous que les négociations entre Elisabeth Borne et les représentants LR, qui vont être reçus à nouveau demain, peuvent être concluantes et moyennes en quoi? Est-ce que vous comprenez le labyrinthe législatif, et pour le moment vous dites non à 67%. Et on comprend bien, on vous expliquera tout. Notre expert du jour pour en parler, Nicolas Corato, président et fondateur du think tank Place de la République. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix, c'est à 18h30. Nous devons être fiers de cette réussite historique, a déclaré ce mercredi le président de la COP28, l'Émirati Sultan El Jaber, en annonçant l'adoption d'un texte commun qui appelle à une transition hors des énergies fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais Emmanuel Macron salue lui aussi une étape importante. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous, cet énième accord, cette énième COP, la 28e, c'est une étape historique? Est-ce que vous pensez que les monarchies pétrolières sont vraiment sincères en proposant de sortir des énergies fossiles qui sont, qu'on le veuille ou non, leur principale source de revenus? Est-ce que c'est crédible, un monde sans pétrole et sans gaz à un horizon aussi court? De notre coup de projecteur, la fin de l'ère des énergies fossiles peut-elle vraiment commencer dans une monarchie pétrolière? Eh bien, vous dites non à 89%. Et notre expert du jour pour en parler, c'est Philippe Charlez, qui est expert transition énergétique à l'Institut Sapiens et auteur des 10 commandements de la transition énergétique chez VA Presse. On vous souhaite la bienvenue, c'est les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et après Philippe de Valois, le Philippe 7 est avec nous. Philippe Bilger, bonsoir. Le hardi, le petit, le gros. Non, vous seriez plutôt le bel, vous. Le loyal. Je préférais avec Cécile former ce duo-là. Voilà, Philippe le loyal. Et je regarde à la droite de l'hémicycle, si j'ose dire. C'est dingue. Ah oui, je pense qu'il me qualifie de déloyal. Non, l'escroc peut-être. Un duo. En tout cas, lui est à l'extrême droite. Qui c'est qui l'a dit? Luc Gras, politologue. Bonsoir Luc. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Ça va? Très bien. Luc, Toujours content d'être dans ces magnifiques nouveaux locaux. Ah bah oui, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. Olivier D'Artigol, éditorialiste politique. Ça va Olivier? Bonsoir les vraies voix. Non, on a l'impression qu'on est dans un débat politique. Bonsoir. Oui. Les vraies voix. Il prépare le qui c'est qui l'a dit là. Bonsoir. On sent vraiment qu'il met la pression sur les Je remets mon adversaires. titre en jeu. Ah bon? Troisième Victoire consécutive. la semaine ouais, dernière. sans tricher. Arrêtez de répéter. Et vous savez qu'il a marqué ça sur son LinkedIn quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent leur diplôme. Et lui, c'est son diplôme. C'est trois victoires consécutives au qui c'est qui l'a dit. Oui. Et je suis sûre que vous avez gagné en... La dernière fois, en pouvoir. c'était très net. C'est très net, ouais, c'est ça. Allez, on est ravis en tout cas de l'entendre. On vous souhaite la bienvenue à vous aussi au 0826 300 300 avec Laurent de Montpellier qui est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Laurent, on parle de quoi avec vous dans un instant? Eh bien, la Constitution française est dévoyée. Ah, tout simplement. Mais j'ai hâte de vous entendre. En attendant, le répondeur 0826 300 300, on écoute. Oui, Alain de Saint-Gaudens, on ne va plus pouvoir boire de vin, il ne faut plus manger de la viande, surtout pas toucher aux poissons parce qu'il y a du mercure. Alors je ne vous parle pas des fruits et des légumes qui contiennent des pesticides. On est dans un siècle d'interdiction. Alors
trop, c'est trop, bien sûr, mais raisonnablement, ras-le-bol de tous ces gens qui sont aigris par la vie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que ces interdictions de tout, ça devient lassant. Il n'a pas tort. Au fond, aujourd'hui, et pardon pour la banalité, il y a plus d'interdictions que de libérations. Ou alors les libérations ne sont pas de nature qui m'emballent. Mais les interdictions, il commence à y en avoir assez. On n'est pas passé depuis 68 à il est interdit d'interdire à tout ce qui n'est pas expressément autorisé et formellement interdit. Oui, mais c'est contre-productif. Je pense qu'il y a un bon sens populaire qui fait que ces injonctions-là, les personnes ne les supportent pas. Le vrai problème, c'est plutôt la possibilité pour le plus grand nombre d'accéder à des produits alimentaires de qualité. Ça, c'est un problème. D'une manière générale, la loi est faite dans l'intérêt général. C'est-à-dire que c'est le bien commun qui prévaut à l'élaboration de la loi. Or, on a l'impression que de plus en plus dans nos sociétés, les lois sont des lois de circonstances, des lois d'opportunité, des lois d'interdit, et que finalement, au lieu de vivre dans une société apaisée, avec des lois qui régissent un cadre commun, mais qui ne soit pas disqualifiant au niveau des initiatives, eh bien on vit dans le contraire, c'est-à-dire on vit dans un système où l'interdit devient la règle et la liberté l'exception. Et Sans parler des lois bavardes ou de celles qui ne sont pas appliquées. Ouais, il y en a qui montrent tout de suite leur supériorité. Ah oui, on sent que là c'est posé. Époustouflant, non, mais on dit Luc Grappe président, j'ai envie de dire. Carrément. Ouais, carrément, moi je vote on pour vous. On sent petit, hein, oui. quand même. Enfin, on va viser un secrétariat d'État quand même. Je note vos noms, rappelez-moi vos noms. 0826 300 300 avec retour à Montpellier avec Laurent. Mon cher Laurent, cette constitution française dévoyée selon vous? Oui, exactement, parce qu'il faut savoir ce qu'est la Constitution d'abord. Bon, l'essentiel de la Constitution, elle regroupe l'ensemble des règles de fonctionnement d'un État. La Constitution définit les rapports entre le Parlement et le gouvernement, le rôle du président de la République. Bon, elle produit aussi des articles sur l'organisation des pouvoirs publics. Donc voilà ce qu'est la Constitution. Donc y mettre dedans le droit au logement, je crois qu'ils veulent. Macron parlait de s'occuper de ça, ou l'IVG, ça reste des lois, ça doit rester dans des lois, dans un code civil ou dans un code pénal ou dans un code quelconque, mais ça ne peut pas aller dans la Constitution, puisque c'est le fonctionnement de l'État. Comment fonctionne un État? Une Constitution va le dire, tout simplement. Allez, que notre ami a raison, la Constitution, dans la définition que je lui en donne, c'est un socle essentiel et qui ne doit pas être gangrené par des connexités adventices. Mais on peut discuter sur le logement, l'avortement. Le texte fondamental a bien évidemment évolué depuis 58. Il a évolué aussi sur des évolutions sociétales. Moi, je trouve par exemple le fait d'avoir fait entrer la parité a été un progrès manifeste. Vous trouvez, Olivier? Je pense, oui. Malgré la présence de Cécile, je pense que c'est une erreur en ce qui me concerne. Après, je pense qu'il y a eu des erreurs qu'on paye cher. Je pense que le quinquennat est une erreur. Je pense que l'inversion du calendrier électoral est une erreur. Mais bon, après, je suis d'accord pour que la Constitution n'évolue pas sur de multiples sujets. Allez, Luc. Moi, je trouve que l'auditeur a parfaitement raison. En réalité, on dévoie un peu tout. C'est-à-dire que la Constitution, c'est le texte de référence. C'est-à-dire, c'est vraiment notre Bible républicaine commune. Ça doit être ça et ça doit rester ça. Le problème, c'est que comme on met des choses qui relèvent du législatif dans la Constitution, de la même manière, on met dans le législatif des choses, je veux pas être trop technique, mais qui ne relèvent pas de l'article 34, défini expressément par Michel Debré et le général de Gaulle, pour que, justement, on ne légifère pas sur tout. Donc voyez-vous, dans ce pays, voyez-vous, comme diraient les gens de l'EFI, j'ai remarqué, voyez-vous, mais je ne le suis pas. Voyez-vous les gens. Voyez-vous, monsieur le journaliste Philippe David, puisque on met dans la loi des choses qui ne devraient pas l'être, on met dans la Constitution des choses qui devraient être dans la loi. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas, Laurent, merci en tout cas pour ce sujet. Vous restez avec nous, vous allez jouer au quiz de l'actu. Pour essayer de faire l'exploit de battre Olivier d'Artigol, empêcher le c'est fini d'enfoncer le couteau dans la plaie. Non, mais il va perdre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, c'est marqué dans la Constitution. Olivier d'Artigol, article 22, vous regardez bien. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu et le réquisitoire du procureur. Réquisitoire plutôt pour les êtres que pour les idées. Eh ben, faites votre choix. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et aujourd'hui avec Philippe Bilger pour les vraies voix comme tous les jours, Luc Gras, politologue. Et ça va Luc? Ça va très bien. Vous êtes content? Je suis toujours content. Bon, bah non, mais est-ce que aujourd'hui vous êtes plus content que d'habitude? Bien sûr. Bien sûr, il faut tous les chercher, hein, c'est pas possible. Ah oui, il n'y a rien de gratuit avec eux. Absolument, mais pourtant c'est pas le BA, l'idiot du village, il est content. Ravi de la crèche, Olivier d'Artigol. Je ne suis pas content. Par pur esprit de contradiction. Vous avez bien raison aussi, et j'espère qu'on va l'entendre que vous n'êtes pas content. Dans un instant, le réquisitoire, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on avec vous? De ces mots, tu seras tondu à la libération. La présidente des députés écologistes accuse un collègue macroniste de lui avoir adressé cette menace à l'Assemblée. On va parler aussi de la COP28 qui évoque le début de la fin des énergies fossiles et puis de ces 7 départements en vigilance crue, les pieds dans l'eau, surtout en Nouvelle-Aquitaine. En 3 mots, ça donne tonte, fossiles et inondations. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur les personnalités et l'idéologie que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, parce que tout au long de ma vie intellectuelle, si j'en ai une, je me suis souvent questionné sur mes convictions et mes idées. Parce que pratiquement tout le temps, j'ai été plus ami avec le camp adverse sur le plan politique, et d'autre part, j'ai toujours fait passer l'amitié, la chaleur, l'empathie, avant les idées, avant l'idéologie. Au point que je me suis interrogé, est-ce que j'ai des convictions? Est-ce que j'ai véritablement des certitudes suffisamment ancrées en moi pour qu'elles dominent la sympathie que je peux éprouver pour tel ou tel? Alors il y a des exceptions. Je ne vais pas vous faire rentrer dans ma vie personnelle, mais j'ai connu un jour un dîner où il y avait quelqu'un qui était littéralement un fasciste, de sorte que j'étais obligé à chaque seconde de le contredire. Je vous garantis que sur 3 heures dans un dîner, c'est épuisant. Mais à la limite, j'aurais pu ne plus le voir, cet être-là. Alors, en général, c'est le contraire. Et donc, j'ai besoin de l'appréciation de mes amis et de la vôtre pour savoir si je suis un être sans fondement, d'une certaine manière, désinvolte, uniquement attiré par l'amitié, l'empathie, ou bien si ça n'est pas trop grave comme maladie mortelle. Libre propos d'un inclassable. C'est le titre de son dernier livre. Il est vraiment inclassable. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver Philippe Bilger, le procureur, tout simplement parce que, oui, il a des convictions, il a véritablement une colonne vertébrale, si ce n'est idéologique, en termes, disons, de pensée, tout en gardant une capacité à la curiosité, à une véritable altérité, en essayant d'aller chercher chez l'autre quelque chose qui aurait pu lui échapper. Et avec toujours, j'ai envie de dire, il le fait tout le temps. Moi, il m'arrive de ne plus avoir la force ou l'envie de le faire. Mais lui, il est toujours aux aguets de ce qu'il peut prendre comme ça dans le débat ou la rencontre humaine. Le Gras. L'idée de Philippe, si j'ai bien compris, c'est que son côté humain l'emporte sur toute autre considération et par conséquent irait jusqu'à même lui enlever toute conviction. Je crois que le cas est grave, mais qu'il n'est pas à ce point désespéré. J'ai observé depuis des années chez Philippe une vraie capacité d'adaptation à la situation, en particulier en politique. Je l'ai vu soutenir des candidats potentiels successifs, ce qui me laisserait à penser qu'il n'a pas une colonne vertébrale idéologique trop ancienne. Il a vraiment une souplesse d'échine incontestable, mais il n'en demeure pas moins qu'il a à côté de sa sympathie réelle, des vraies convictions, qui sont des convictions modérées et par conséquent qui sont modérément applicables. C'est-à-dire que le relativisme est dans la pensée de l'intelligent Philippe Bilger. Quand j'entends modéré, j'ai envie de tirer mon revolver, comme disait l'autre. J'aimerais bien qu'on parle comme ça de moi. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. On peut le faire, ma chère. Les vraies voix Sud Radio. Et vos 3 mots dans l'actu. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont tonte, fossiles et inondations. Tu seras tondu à la libération. La présidente des députés écologistes réclame des sanctions contre un député Renaissance qui conteste lui avoir adressé ces mots dans l'hémicycle hier.
Le début de la fin des énergies fossiles, selon le chef de l'ONU Climat, la COP28 de Dubaï, s'est refermée avec un accord nocturne. Les mots sortis du pétrole n'y figurent pas. Ça aurait été un peu trop pour les pays producteurs. Et puis la prison de Saintes en Charente-Maritime évacuée demain à cause des crues sur la Nouvelle-Aquitaine. 7 départements en vigilance orange ce soir. Les vraies voix Sud Radio. Quand l'ambiance est houleuse à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on entend au micro. Que dire des méthodes crapuleuses de votre ministre de l'Intérieur ? Votre ministre de l'Intérieur qui a tenté de marchander les votes des parlementaires contre des gendarmeries. Il y a ce qu'on entend au micro et puis il y a le reste, le brouhaha, les invectives. Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écologiste, est formelle. Hier, lors des questions au gouvernement, le député Renaissance Jean-René Cazeneuve lui aurait lancé à 2 reprises, je cite, « Tu seras tondu à la libération ». Des propos pour lui reprocher d'avoir voté avec le RN avant-hier lors de la motion de rejet préalable écologiste contre le projet de loi immigration. L'intéressé, en tout cas, conteste, mais plusieurs autres députés confirment avoir entendu ces propos, à commencer par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Cyrielle Châtelain réclame des sanctions dans une lettre à la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. La tonte des femmes à la libération constituait une attaque contre leur intégrité physique et une destruction de ceux qui représentaient leur féminité. Le message est clair. En tant que femme, je me dois de rester à ma place et de tenir ma langue. C'est ce qu'écrit donc la chef des députés écologistes. On n'est pas en plein délire. Et puis surtout, un député de la majorité qui appelle à la libération, il tire pratiquement contre son propre camp. À un moment donné, je me suis même questionné, est-ce qu'il faisait référence au passé où les femmes étaient tondues dans des conditions ignominieuses, ou est-ce qu'il veut parler du futur de la France où le macronisme en triomphe libérera la France? Non, son propos, c'est de dire, puisque tu t'es allié à l'extrême droite dans le vote de rejet du texte, tu seras tondu. C'est inacceptable. Si ces propos ont été tenus, c'est véritablement inacceptable. Oui. Voilà. La clé de tout cela, c'est l'a-t-il dit ou pas? S'il l'a dit, c'est inacceptable. Moi, j'ai tendance à penser que, connaissant un peu cette personne, c'est pas un excessif, donc je suis pas sûr qu'il l'ait dit, mais enfin, s'il l'a dit, c'est inacceptable. Et s'il l'a pas dit, c'est vraiment inacceptable aussi, parce que de l'accuser de choses aussi terribles. Mais ça relève quand même d'une ambiance générale qui n'est pas bonne en démocratie. Allez, deuxième mot, fossile. La COP28 s'est prolongée la nuit dernière pour accoucher finalement d'une virgule, négociée d'une virgule. Ah bah oui, c'était négocié à la virgule cet accord. Le mot sortie des énergies fossiles, par exemple, il n'y est pas prononcé. C'était une ligne rouge pour l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Mais en revanche, l'accord final appelle bien à l'abandon progressif des énergies fossiles responsables du changement climatique. Nuance, le chef de l'ONU Climat, Simon Still, préfère voir le verre VERT à moitié plein. La COP28 devait marquer un coup d'arrêt brutal au principal problème climatique de l'humanité, les énergies fossiles et leur pollution dévastatrice pour la planète. Bien que nous n'ayons pas complètement tourné la page de l'ère des énergies fossiles à Dubaï, il s'agit clairement du début de la fin. Verre à moitié plein aussi pour le président émirati de cette COP, Sultan Al-Jaber. Il n'y a plus qu'à, c'était son message en conclusion. Un accord ne vaut que par sa mise en œuvre. Nous sommes ce que nous faisons, pas ce que nous disons. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour transformer cet accord en action tangible. Sultan Al-Jaber avec la traduction de Jordi Boumaza. De son côté, Emmanuel Macron salue une étape importante pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Et on va en parler de cette COP28 au Qatar à partir de 18h30 dans le coup de projecteur des vraies voix. Le troisième mot, Philippe. Troisième mot, inondation. 7 départements sont toujours en vigilance crue. La Nouvelle-Aquitaine, les pieds dans l'eau avec des départements en orange cru entre les Deux-Sèvres, la Gironde et la Corrèze. Plus à l'est aussi, l'Isère affiche un orange cru et avalanche. En Charente-Maritime, les 142 détenus de la prison de Saintes seront évacués vers d'autres établissements pénitentiaires demain en raison du pic attendu au cours de la journée. Du côté de Saint-Léon sur Vézère, en Dordogne, G. Custer est le directeur du camping Le Paradis. C'est la 5e crue depuis mi-octobre. Mais cette fois, le niveau de l'eau est si élevé qu'il est obligé d'utiliser un moyen de transport un peu particulier. Actuellement, pour aller visiter le camping, on y va en canoë. Nouveau concept, c'est le camping canoë. On a eu autant de pluie, même plus de pluie entre le 17 octobre et aujourd'hui que entre janvier et le 17 octobre. Là, tous les ruisseaux, tous les prés, tout est gavé d'eau. Et là, la rivière ressemble plus à l'Amazone que à la Vézère. Elle est rouge, donc c'est ça qui est surtout impressionnant aussi. On n'a plus de repères. À part la végétation qui est autour, on peut plus voir si on est sur des fortes profondeurs ou s'il y a simplement 10 cm.
Le camping canoë, des propos recueillis par Clément Arion pour Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et dans quelques instants, le grand débat du jour, la commission mixte paritaire se réunira lundi prochain à 17h à l'Assemblée nationale pour renégocier un accord sur le projet de loi immigration. Avec cette question, comprenez-vous le labyrinthe législatif? Pour l'instant, Philippe, vous dites en majorité non à 61%. Alors parlons vrai. Est-ce que vous pensez qu'un compromis est toujours possible? Est-ce que vous pensez que les négociations entre LR et la Première ministre qui vont continuer demain vont être concluantes, ou vous pensez le contraire? Appelez-nous au 0826 300 300. Et on va en parler avec Nicolas Corato, président et fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir Nicolas Corato. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Petite question avant notre débat, est-ce en politique tout se monnaie? Alors, on a coutume de dire que tout se monnaie. Là, en l'occurrence, la question, ça peut être aussi, ok, mais qui va payer au final? Absolument. Et avec quelle monnaie? Emmanuel Macron, Madame Borne ou Gérald Darmanin, ou les trois? On en parle dans un instant, 0826 300 300. Vous êtes nos invités jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, et merci de votre fidélité. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est un plaisir. Un pleasure. Oui, c'est mon côté reine d'Angleterre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Voilà, je vous ferai regarder, je vous fais coucou avec la main. Faire, Cécile. Et vous avez bien raison, mon cher Philippe. Faire. Philippe Bilger était avec nous, Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, Luc Gras, politologue. Il y a du lourd aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Je parlais pas de vous, Philippe David. Politologue. Ça fait de l'effet, hein. Et vous au 0826 300 300, c'est un plaisir de vous accueillir. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le texte sur le projet de loi immigration va venir en commission mixte paritaire, Sénat, Assemblée. Le président de la République nous a demandé de trouver cette ligne de crête pour faire adopter des mesures fortes. Après un examen à l'Assemblée et au Sénat, on tente toujours de trouver un compromis entre l'Assemblée et le Sénat. Il y a un problème ici à l'Assemblée nationale d'opposition, et en particulier les partis républicains, les LR et le Parti socialiste qui refusent d'assumer toute part de responsabilité à chaque fois qu'il y a un texte important qui arrive. Le CMP, ça marche quand il y a une volonté de part et d'autre de trouver un compromis. Quand il y a une volonté, on trouve toujours un compromis. Et donc 2 jours après le revers de la motion de rejet sur le projet de loi immigration, la Première ministre a commencé ses tractations plus que jamais ardues avec les LR en vue d'une commission mixte paritaire qui se réunira lundi et jouera quitte au double pour le destin du texte, Philippe. Oui, Cécile, et parlons vrai, est-ce que pour vous un compromis est possible avec cette commission mixte paritaire? Est-ce que vous y comprenez quelque chose depuis le début de cette législature? C'est le 49.3, c'est le 44.7, bientôt le 36.15 Code Constitution. Comprenez-vous le labyrinthe législatif? Eh bien, pour le moment, il y a une majorité de 2 Français sur 3, comme disait Giscard d'Estaing. Vous êtes 66% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Nicolas Corato nous a rejoint, président fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, on n'y comprend plus rien, à part ceux qui travaillent en politique, justement de ce tout, on le dit, un labyrinthe législatif. Oui, je trouve que la question de Sud Radio, par définition, est tout à fait pertinente, mais ce labyrinthe, cette démocratie sophistiquée, avec ses procédures, ses règles, ses contradictions, c'est tout simplement la démocratie dans ce qu'elle a de plus beau. Alors de plus byzantin parfois, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Deuxième élément, si vous me permettez, Cécile, j'en aurai un troisième, mais je finirai très vite parce que Nicolas est impatient de parler. Le deuxième, c'est que je note avec plaisir depuis quelque temps qu'on revisite un petit peu l'épisode de la motion de rejet d'une manière infiniment moins négative par rapport à ceux qui l'ont voté. De la part de la gauche et de l'extrême gauche, une grande cohérence puisqu'ils ne voulaient pas elle ne voulait pas de ce projet de loi, et du côté des Républicains, une grande cohérence également, puisqu'ils sont allés au bout du refus qu'impliquait la répudiation de leurs exigences. Donc, troisième élément, à partir du moment où les Républicains dans la CMP veulent s'arc-bouter sur la version du Sénat, il va falloir convaincre la partie gauche de la Macronie, qui ne se résume peut-être pas qu'à Sacha Houlier, que
au fond, des concessions sont possibles et qu'elle fasse l'effort colossal pour elle de valider une version du Sénat qui est infiniment plus dure que celle que Sacha Houlié était prêt à accepter. Lundi 17h, c'est un peu rendez-vous au Quai Choral. Oui. Sacha Houlié va présider la CMP. Bruno Retailleau sera présent. En effet, LR dit le texte du Sénat. C'est pas encore le Kikadi. Non. En effet, LR, mais ils auraient tort de s'en priver, restent sur une position d'extrême dureté, j'ai envie de dire, en disant le texte du Sénat, que le texte du Sénat et rien d'autre. Ça va se jouer, on le sait très bien, sur régularisation, sur maintien en tension et sur l'AME, quand bien même, moi je pense depuis le début que l'AME est un cavalier législatif et que le Conseil constitutionnel pourra peut-être le retoquer, mais nous regarderons. Et Emmanuel Macron, c'est très intéressant, dit aujourd'hui en termes de pression, le chantage LR que le texte du Sénat n'est pas acceptable, il doit y avoir une négociation en CMP, c'est d'ailleurs fait pour ça, et si jamais c'est pas possible, on retire le texte. Plus une dimension, le président, la présidente de l'Assemblée nationale dit pas de 49.3. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport de force là qui s'installe avec des stratégies. C'est pas la première fois, il y a des stratégies, mais pour moi, avoir la passion de la politique et de l'art parlementaire, en effet, ce qui va se passer lundi est passionnant à suivre. Luc Gras. Je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe. C'est la démocratie en mouvement, c'est-à-dire la vie démocratique. En mouvement. Et donc, concrètement, il faut que les auditeurs sachent que les motions de rejet sont très nombreuses dans la vie politique nationale. Systématiquement, quand il y a un texte important, il y a des motions de rejet, soit pour irrecevabilité, soit pour inopportunité, qui sont déposées par les oppositions. Donc la motion de rejet qu'on semble découvrir depuis 2 jours, c'est ce qui se pratique le plus sous la Ve République. Premier point. Deuxième point, la CMP c'est fait pour rapprocher les points de vue. Là, c'est pas impossible de rapprocher les points de vue, car manifestement, dans les CMP, on a déjà les noms des personnes qui vont participer. En réalité, il suffit que les oppositions, donc LR, centristes, naturellement associés, se mettent d'accord et débauchent 1 ou 2 Renaissance, même pas Sacha Houlié. Et par exemple, Marie Guévenoux, qui est très proche d'Édouard Philippe, qui a toujours été UMP, etc. Si elle passe du côté de ceux qui sont favorables au texte, ça peut faire pencher. Il y a 6 opposants dans la CMP. Il suffit d'aller chercher 1 ou 2 personnes du type cette personnalité députée pour que ça puisse permettre la victoire du texte, qui sera plus dur que le texte initial. Et c'est ça un petit peu le clin d'œil de l'histoire. Nicolas Corato, quand on entend ça, on se dit que c'est un peu les arrière-cuisines, non? J'allais dire justement que j'avais l'impression d'être à table avec des gourmets de la chose politique qui se délectaient. Et c'est vrai que c'est assez délectable quand on arrive à y comprendre quelque chose et qu'on a passé plusieurs années à décortiquer la Constitution et puis les règlements des différentes assemblées. Moi, je comprends aussi vos auditeurs. Finalement, une motion de rejet a été présentée, elle a été votée, ce qui est assez rare dans l'histoire de la Ve République. Ce qui veut dire que l'Assemblée nationale n'a pas envie, ne veut pas débattre de ce texte. Et finalement, il y a toujours un moyen au service de l'exécutif pour que par la fenêtre, par la petite porte, par le trou de souris, on force d'une certaine manière le débat parlementaire à se poursuivre. C'est exactement ce qui s'est passé et l'impression qui est restée chez les Français après les circonvolutions du débat sur la réforme des retraites. Oui. Donc je comprends qu'à un moment, vos auditeurs se disent « mais finalement, ça sert à quoi d'avoir des députés qui votent une motion de rejet ?» pour finalement se retrouver avec le même texte à l'examen lundi soir à 17h, un peu en catimini, entre soi, avec des arrangements de coulisses. C'est effectivement la vie démocratique. Une vie démocratique, il faut qu'elle respire au grand air. Il faut parfois aussi qu'elle se réunisse à huis clos. Ça fait partie aussi dans tous les pays. Il y a des dérivations qui permettent aussi d'éviter des situations de blocage. La question, c'est moins celle de nos institutions que de l'usage qui en est fait.
Le fait même de vouloir à tout prix passer ce texte malgré la motion de rejet, c'est une décision politique qu'assume le président de la République. Il en assumera également les conséquences, quelle que soit la procédure législative. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Toutes ces odeurs d'arrière-cuisine, comme le disait Nicolas Corato, vous donnent envie de devenir abstentionniste ou pas? Venez nous le dire au 0826 300 300. On a une auditrice qui nous dit, Louise Roland-Delbateau, qui dit « Ce labyrinthe est fait pour nous perdre ». C'est Luc Gras. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui a été souligné, qui est important. C'est que sur les retraites, c'était assez rare, 70% ou presque des Français ont toujours été contre la réforme des retraites. Absolument. Ils ont le sentiment d'un passage en force avec le 49.3. Cette fois-ci, on est à front renversé, parce que 70% des Français étaient d'accord pour un texte durcissant la situation des immigrés en France, et puis on le rejette. Donc cette fois-ci, on n'est pas dans les arrière-cuisines. On est peut-être en train d'essayer de les Français veulent un texte. Oui, et peut-être qu'avec la CMP, ils vont avoir un texte un peu plus dur. Donc on n'est plus dans les arrière-cuisines. Il faut essayer d'être un petit peu positif. Mais rappelons combien il y a eu un dysfonctionnement qui consiste à droitiser, disons, un texte au Sénat pour après, en commission des lois, avoir un exécutif qui détricote ce qui a été fait pour essayer de faire atterrir, disons, la branche, la gauche de la Macronie. Et donc, cette ambivalence qui est si de cette séquence, on pouvait en finir avec le et en même temps, ce serait déjà pas mal. Allez, allez-y, Philippe, après on prend l'auditeur. Allez-y. L'auditeur. Ah ouais, ok. Voilà. 0826 300 300, direction Montpellier avec Laurent. Vous vouliez réagir, cher Laurent? Oui, je voulais réagir. Bon, parce que tout simplement, dans la cuisine politique, la tambouillabaisse, quand ça bout, tu baisses. Voilà, pour ne pas que tout s'évapore. Bon, mais la tambouillabaisse politique est un bon plat républicain, quand même, hein. C'est normal que ça fonctionne comme ça. D'accord. Philippe Bilger, merci d'être je ne suis pas, enfin c'est pas le sujet de répondre à l'auditeur. J'aurais deux questions rapides à poser à Nicolas. D'abord, Nicolas, est-ce que vous considérez comme certains que la stratégie de Gérald Darmanin a tout de même été un peu étrange, c'est-à-dire d'obtenir un texte, de valider un texte très dur au Sénat qui avait mon assentiment et a favorisé son détricotage à l'Assemblée nationale. Et deuxième élément, si ce qu'a dit tout à l'heure Olivier est exact et il est aux premières loges pour savoir ce que va faire le président de la République, eh bien, est-ce que vous pensez que si le texte s'était retiré, on aurait peut-être enfin, ce qui est souhaité par beaucoup, la dissolution? Alors sur le premier point, Gérald Darmanin, il est focalisé, certes peut-être sur la position des LR, mais avant tout et premièrement sur la position de son groupe, qui est divisé sur ce sujet. Oui, donc le compromis, il était imposé à Gérald Darmanin. Très compliqué. Je rappelle que ils se sont comptés, les députés Renaissance, qui sont contre un texte uniquement durci sur la partie procédure. Ils sont à peu près 67. C'est ce qu'on appelle l'aile gauche de la majorité présidentielle. Si ces 67 députés manquent, de toute façon, il n'y a plus de texte avec ou sans le Sénat. Donc, Gérald Darmanin, il était obligé au compromis parce que son groupe politique lui imposait. Donc, on peut pas. Pourtant, je suis pas tendre avec Gérald Darmanin, mais on peut pas lui faire débit de ce qui s'est passé au Sénat. Ensuite, la dissolution. Ça, c'est le rêve éveillé de tous les commentateurs politiques parce que ça nous ferait dormir tard et lever tôt. Mais Emmanuel Macron a peut-être été un des présidents qui a eu le plus de ces derniers mois la possibilité de dissoudre et des sujets qui permettaient de justifier une dissolution. Il n'a jamais utilisé cette arme. Je pense qu'on n'est pas à un niveau de crise institutionnelle. Moi, j'entends parler de crise institutionnelle. Enfin, c'est une motion de rejet. Elle a été adoptée. Il y a une CMP. Il y a une procédure. Non, mais qu'il y ait une crise politique au sein du gouvernement, que M. Darmanin ait peut-être un peu moins d'avenir politique à très court terme, et encore ça reste à voir, qu'il y a 48 heures peut-être, mais ça change pas la phase des institutions. On est dans le jeu des institutions normales. Donc je vois pas pourquoi on rajouterait de la crise à la crise. Il paraît, Nicolas, qu'il aurait évoqué devant Gérald Darmanin le lundi soir. Moi je remarque à chaque fois que une épreuve, une négociation est entamée avec LR,
il y a des fuites dans la presse sur le mot dissolution prononcé par le président de la République, histoire de leur dire je vous ai à l'œil et si jamais je dissous, vous ne serez pas réélu. Manifestement, il n'utilise pas cette arme fatale. Une question que nous posent certains auditeurs de dire à quoi ça a servi finalement que Gérald Darmanin pose sa démission en fait. Est-ce que ça c'est pour montrer qu'il est courageux, il se sacrifie. S'il est courageux, il s'en va vraiment. Il se sacrifie, mais non, le président veut pas qu'il s'en aille. Donc il garde la place et en même temps les honneurs. Non, sur ce qui vient d'être dit, d'abord le danger de la dissolution, c'est comme le nucléaire. Plus on en parle, moins on le fait. Le jour où on va dissoudre, ça arrive subrepticement. Moi, j'en sais quelque chose. J'étais collaborateur parlementaire à l'époque de 97. Et il faut s'appeler ce très estimé Jacques Chirac pour prendre l'initiative absolument abracadabrantesque de dissoudre en 97 alors qu'il avait une majorité, certes un peu rétive, mais il avait une majorité absolue. Et donc, il gagne en 2002. Je voudrais quand même souligner le paradoxe de la situation actuelle. C'est que oui, mais là, Macron pourrait pas faire ce jeu-là puisqu'il peut pas se représenter. Et donc, concrètement, je n'en doute pas, cher Olivier. Sur la situation, le paradoxe, c'est que la gauche, et notamment LFI, et la NUPES en général, ont voulu affirmer leurs valeurs sociales en s'opposant à ce texte qu'ils jugeaient de droite trop dur. Et le paradoxe, et qu'on a tout de suite perçu d'ailleurs sur cette émission il y a quelques jours, c'est que le texte va revenir et forcément qu'il sera plus dur puisqu'il faut que les gens de LR s'y retrouvent dans ce texte. La seule personne, il faut quand même le signaler, c'est Delphine Batho qui a été la seule personnalité de gauche à entrevoir la suite. En politique, il faut toujours anticiper. C'est la seule à avoir vu, attendez, mais si on vote la motion de rejet, on va se retrouver avec un texte plus à droite encore après. C'est la raison pour laquelle je ne vote pas la motion de rejet, disait Delphine Batho. Il y a eu d'autres personnalités à gauche qui n'ont pas crié victoire au soir du vote sur le rejet parce qu'ils voyaient bien la manière dont les choses pouvaient évoluer derrière. Ils ont été quelques-uns. Ce qui sera intéressant à suivre, c'est la manière, en effet, parce que les lignes de fracture, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, sont au sein même du groupe macroniste. Et puis, ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que malheureusement on a été privé pour différentes raisons d'un grand débat à la dernière élection présidentielle. Mais rappelez-vous la vacuité, pour pas dire autre chose, du discours d'Emmanuel Macron lors de sa réélection. C'est-à-dire que vers où va le macronisme? Et on se rend compte que après ce texte, c'est quand même un horizon qui est assez vide. Donc c'est aussi là une question qu'on peut se poser. Passer la rampe ou pas de ce texte immigration, il y a quoi derrière? C'est une césure très rapidement dans le quinquennat pour vous, Nicolas Corato, cette motion de rejet? Pas la motion de rejet. Je suis d'accord avec Olivier d'Artigol. La césure, ce sera si le groupe majoritaire se divise sur le texte qui finalement est présenté. Parce que Emmanuel Macron n'a pas de doctrine sur les sujets les plus importants pour la nation que sont l'immigration, la laïcité, mais on les connaît, on les égrène depuis longtemps. Là, la majorité est au pied du mur et Emmanuel Macron ne sera pas candidat en 2027. Donc sur des sujets comme ça, on peut retrouver des clivages anciens qui avaient un peu disparu de manière artificielle de ce groupe majoritaire. Et typiquement sur l'immigration, on peut assister à une division du camp présidentiel. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Vous savez quoi, on va vous garder dans un instant, parce que là, on passe de la CMP à la CPS. Chacun pour soi. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec Philippe Bilger, avec Olivier Corato qui est avec nous. Nicolas Corato, n'importe quoi. Olivier d'Artigol, je les mélange, c'est ça qui est important. Mais ça me dérange pas. Et Luc Gras et avec nous Laurent de Montpellier qui va jouer au quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On nous dit qu'il n'y a pas de règle dans ce jeu. Bien entendu, il y a une règle. La règle, c'est que Laurent, je vais y arriver avec tous ces prénoms. Laurent joue en premier. Si Laurent, vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont nos vraies voix. Elles sont 4 aujourd'hui, attention, et qui répondent à votre place. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Je suis prêt. Allez, question qui c'est qui l'a dit? Si certains autour de cette table considèrent que la dissolution est une bonne idée, je leur dis tout net qu'ils se plantent et je leur demande d'arrêter. Darmanin. Non. Darmanin. Non. Allez-y, les vraies voix.
Macron. Bonne réponse de Philippe Bilger, Emmanuel Macron. Qui c'est qui l'a dit? Est-ce que vous avez remarqué l'efficacité de Philippe Bilger? Aucune connivence. Ah non, rien du tout. Bon, poursuivons. Mais Philippe Bilger était autour de la table, c'est ce que j'ai compris. Qui c'est qui l'a dit? On est dans une forme de cohabitation. Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue. Laurent. Bardella. Non. C'est un président de région. Xavier Bertrand. Bonne réponse de Luc Gras, Xavier. Non, c'est Nicolas Corat. Ah, c'est Nicolas Corat. Oui, je cite aussi des hommes de droite. Moi, je réfléchissais. Ouais, bah écoutez. Mais comme Nicolas est là sans y être, ça compte. Oui, ça compte. Je suis pas bien. Qui c'est qui l'a dit, cher Laurent? L'ultra-droite est l'ennemi de la République. C'est un maire de grande ville. Non. Ah non. Lyon. Le maire de Grenoble. Doucet. Réponse, il a dit maire de Lyon. Il a dit Ah non, mais moi je dis Doucet. Non, j'ai dit maire de Lyon. Oui, j'ai dit Lyon. Ah non, mais il faut le nom. Mais je l'avais. Non, Vous dites maire de Lyon. Mais il dit maire de grande ville. Je dis oui, c'est de Lyon. Non, Oui, mais et le nom? C'est moi qui le donne. Non, mais on peut pas reprocher à Olivier de ne pas se souvenir du patronyme du maire de Lyon. C'est 10 fois chacun. Non, je prends le point. Un point, Olivier d'Artigol. Soyons Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a pas de réussite individuelle, il n'y a que des échecs collectifs. Laurent. Macron, non? Oui, bonne réponse de Laurent. Il est bon, Laurent. Mais en même temps, Laurent, vous dites et Macron et Darmanin. Et à un moment donné, ça va tomber. C'est comme Bilger avec Retailleau, Ciotti et Barlex. Oui, mais ça vient pas. Allez, qui c'est qui l'a dit? Écoutez, nous sommes prêts pour assumer les responsabilités du pouvoir. S'il y a deux solutions. Non, Bardella. Attendez, je l'ai. Moins deux, là. Non, c'est un autre pour cette phrase précise. Laurent, c'est un autre député RN pour cette phrase précise. Laurent répond. Mais Laurent peut pas répondre. C'est pas Bardella, non. Non, Non. Tanguy. Non. Je ne sais plus. Jacobelli. Non. Diaz. Non. Odoul. Bonne réponse de Luc Gras. Je suis mal. Oui, mais est-ce qu'on ne pénalise pas le camp adverse? Ça y est, C'est faux. Qui a triché par rapport à Laurent? Toujours à quémander, Philippe Bilger. Cécile, il y a un partout. Olivier d'Artigol peut encore fantasmer une quatrième victoire. Question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, mon cher Laurent. Depuis le début de ce mandat, j'ai l'impression d'assister à un vaudeville entre Renaissance, LR et RN. Ciotti. Non. Le Pen. Non. Panot. C'est une femme. Panot. Non. Autain. Non. Entre Non. Elle est écologiste. Écologiste. Il est rapide. Non, c'est moi. Non. Ah non, j'ai le temps. C'est très net. Je vais me casser la gueule. Mais ces gens sont complètement. Il a 2 points, Olivier d'Artigol. Non, allez, on y va. Attention. Laurent, écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit? La réaction de Gérald Darmanin, c'est le signe d'un pouvoir qui perd pied. Mélenchon. Non. Bardella. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Bon, on est obligé de. Quatrième victoire consécutive. Donc la règle, c'est que et à la fin, Olivier D'Artigol gagne. C'est ça la règle, exactement. Merci. Bon, j'admets. Mais vous n'avez pas le choix. Je crois qu'il n'a pas le choix. Merci Laurent d'avoir joué avec nous. Laurent. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix dans 10 minutes. Avec vous, Philippe Bilger, on parle de quoi? La ministre de la Culture a d'étranges priorités. Avec vous, Luc Gras. La fraternité. Ah, Olivier d'Artigol. La fin du et en même temps, vive la politique. Mais dites donc, ça va être joyeux, festif. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Merci de votre fidélité. On est ensemble, bien entendu, 0826 300 300. Et nous avons avec nous Luc Gras, qu'on est ravi d'accueillir, le politologue, bien entendu, Philippe Bilger, vous le savez, et aussi notre ami Olivier d'Artigol. Dans quelques instants, on reviendra sur, dans une petite dizaine de minutes, sur l'actu des vraies voix. J'espère que vous avez retenu votre sujet. Mais tout de suite, le Top Click, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click.
Et il a osé s'en prendre aux chiens et aux chats jugés trop polluants. François Gémen est en top tendance sur Twitter. Don't fuck with cats. Ne déconne pas avec les chats. C'était le titre d'un documentaire consacré aux dépeceurs de Montréal il y a quelques années. Mais ça résume aussi, finalement, le tollé provoqué par ce spécialiste du climat et des migrations, membre du GIEC aussi, François Gémen, sur LCI. Et en plus, il savait à quoi s'attendre. Est-ce que vous voulez de la vérité? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à être enseveli de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Le chat, effectivement, est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Alors, il y a quelques années déjà, le journal mensuel La Décroissance s'était mis à dos pas mal de lecteurs avec sa rubrique sur la connerie à ne pas acheter ce mois, rubrique dans laquelle il avait placé le chien déjà jugé trop polluant. Beaucoup de lecteurs avaient pris leur plus belle plume pour s'en indigner. Et c'est exactement la même chose pour François Gémen sur Twitter. Qui a mesuré l'impact sur la biodiversité et le climat de Monsieur Gémen, s'interroge Jourdan. Même Florian Philippot, figurez-vous, il n'est pas avare de cause et d'indignation. Il s'en mêle en parlant de propagande climatiste anti-animaux de compagnie, rien de moins. Un mot. Comme je n'ai pas de chien et de chat, moi je suis tout à fait d'accord avec lui pour abonder dans la provocation. Si on prend ce raisonnement, l'humain est encore plus pollueur. Donc ce raisonnement ne tient pas. Mais évidemment, vous avez raison, l'humain est très pollueur. Si on tue l'humain et si on tue les animaux, qu'est-ce qu'on devient? Un monde sans plus rien. Oui. Non, c'est un sujet sérieux. Je trouve que ce type d'intervention l'abîme. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Bonne question. Vous y connaissez? Alors oui, les chats forcément ce sont des chasseurs, donc ils attaquent effectivement. Enfin, c'est la loi de la jungle. Oui. Après, on nourrit aussi des animaux. Les chiens, les chats, ça se nourrit à base de produits à base de viande, etc. Oui, mais après, je sais pas si c'est la bonne solution. L'écologie positive, c'est de protéger la planète pour les vivants. On va pas supprimer les vivants pour répondre à des exigences écologiques. On est con, on marche sur la tête. Oh, absolument. Et moi, il y a une chose qui ne buzz pas, et je ne comprends pas qu'elle ne buzz pas plus. Dans la nuit de samedi à dimanche, un couple de sexagénaires âgés de 60 et 62 ans est mort dans un accident de la route à Boissy-la-Rivière, en Essonne. Un drame de la route banal, me direz-vous? Pas franchement, car il y avait dans la voiture, qui aurait dévié de sa trajectoire et les aurait percutés de plein fouet, un adolescent de 15 ans qui a été grièvement blessé. Pas de quoi en faire un coup de gueule, si. Car quand le même week-end, deux jeunes qui avaient grillé un feu rouge sont morts après avoir été pris en chasse par la police, plusieurs députés LFI ont tweeté affirmant, je cite, qu'on ne devait pas mourir pour un feu rouge. Soit. Mais doit-on mourir parce qu'un voyou inconscient vient vous percuter alors qu'ayant 15 ans, il ne peut évidemment pas être titulaire du permis de conduire? Pourtant, aucun tweet de soutien ou presque pour ces deux sexagénaires qui n'auraient jamais dû perdre la vie. Aucun tweet des députés LFI. D'ailleurs, ceux qui tweetent qu'on ne doit pas mourir pour un feu rouge défendent de facto celui qui a tué ces deux sexagénaires, car évidemment, les forces de l'ordre auraient été accusées si elles l'avaient prise en chasse, car en laissant des criminels de la route circuler en toute impunité, on condamne à mort des innocents, comme le week-end dernier dans l'Essonne. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger? Je suis d'accord, Philippe, mais si vous avez l'énergie tous les jours de prendre les aberrations, les deux poids deux mesures, les contradictions de la modernité, vous n'en finirez pas. Hein. Mais ça va peut-être rentrer à force. Mais il a raison, bien sûr. Je découvre cette actualité. Ah bon, on en a peu parlé. Hein. Oui, je la découvre. Et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. La loi doit être appliquée de la même manière auprès de tous les mêmes concitoyens. Donc évidemment, si c'est deux poids deux mesures, eh bien la loi n'est pas respectée. Aristote disait, et il avait pas tort, l'égalité pour tous les gens égaux. Ça renvoie à toute une conception philosophique et notamment en matière judiciaire. Passer derrière ça, oui, Aristote plus Bilger, ça fait quand même, c'est du Bilger. Évidemment, il l'a bien connu. Hein. J'aurais dû mettre Nicolas avant Aristote. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension ou d'indignation qui sont tout à fait acceptables et légitimes. Le rôle de la police est un rôle important et je pense qu'il faut le rappeler. Moi, ce qui me fascine et ce qui m'inquiète beaucoup dans ces histoires, c'est le nombre d'enfants mineurs qu'on retrouve au volant de voiture. Ah oui. Et
Pas des enfants mineurs à 17 ans, des enfants mineurs à 14, 15 ans, comme dans l'exemple que vous citez. Ça pose plein de questions. La première étant peut-être celle aussi de la responsabilité parentale. L'heure en plus à laquelle c'est produit dans la nuit. Dans la nuit. Donc que peut faire un enfant mineur de 15 ans au volant d'une voiture en pleine nuit? Voilà, moi ça m'interroge beaucoup sur la responsabilité parentale qui est aussi une responsabilité citoyenne. C'est vrai. Eh bien vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi avec vous? Étrange ministre de la Culture. Avec Olivier d'Artigol. Est-ce que nous sommes en train de vivre la fin du « et en même temps » et est-ce que cela est une bonne nouvelle pour le retour de la politique et du vieux monde? Luc Gras. Dans notre belle devise nationale, liberté, égalité, fraternité, n'a-t-on pas oublié la fraternité? On en parle dans quelques instants avec vous. Vous pouvez bien entendu commenter. C'est l'objet de cette belle maison Sud Radio. Chacun a la parole. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Aujourd'hui avec nous Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, Luc Gras. Tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et on démarre avec le taulier, Philippe. Avec Philippe Bilger. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, refuse d'interdire Frenchy Shore, la télé-réalité la plus trash de France. Qu'on ait permis la diffusion de cette télé-réalité en France. Alors qui raconte quoi? Paramount et... C'est l'abjection absolue. Je la regarde pas, mais j'ai lu des reportages sur cette télé-réalité. Tous disent la même chose. Tout ce qu'il y a d'ignoble, d'immonde, il faut le montrer. Et il y a notamment un des participants qui s'est vanté ce matin d'avoir commis une agression sexuelle sur un autre. Il l'a embrassé contre son gré. La ministre de la Culture, lorsqu'elle est questionnée là-dessus, dit « Ah mais je ne me mêle surtout pas de ces choses-là qui relèvent de la liberté des chaînes. Jamais. » Alors je n'ai pas pu m'empêcher de comparer cette indifférence très respectable par rapport au point de vue qu'elle avait formulé sur CNews, sur certaines chaînes, sur certaines radios qui ne correspondaient pas aux critères de l'Arcom. Moi, j'aurais souhaité, dans un monde peut-être imparfait, qu'elle s'occupât davantage de la télévision trash que de la liberté politique. Olivier d'Artigol. Oui, moi je n'aime pas, je suis pas sur une critique systématique de la ministre de la Culture, mais il lui arrive trop régulièrement d'être à côté de la plaque, d'autant plus qu'il y aurait tant à faire à la tête de ce ministère. Notamment pour ce qui me tient à cœur, réinsuffler un peu d'éducation populaire partout dans le pays, qui a pu avoir il y a quelques années sa forme d'efficacité, aider les acteurs culturels locaux qui souffrent énormément. Luc Gras, c'est vrai. Oui, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un monde aujourd'hui où il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que là où il faudrait cadrer, où il faudrait un cadre, on ne met pas de cadre, et c'est l'exemple qu'a donné Philippe. Et là où on devrait mettre de la souplesse, de l'entente et de l'humanité, on met pas d'humanité. Donc forcément, ça peut pas fonctionner. On peut attendre, sans penser à Malraux, on peut attendre d'un ministre de la Culture quelqu'un qui a une vision, qui sait à la fois respecter le cadre qui est celui de l'expression de l'artiste, mais aussi le cadre qui est le respect des valeurs de l'éducation, etc. Sinon, ça sert à quoi un ministre de la Culture ? Nicolas Cordeau. Alors moi, je partage l'indignation de Philippe Bilger sur ce programme. Je pense que je suis pas pour la censure, mais quand un programme est ignoble, il faut pouvoir le dire. Et c'est aussi notre liberté de le dire et de le dénoncer. C'est parfaitement condamnable. Et les responsables qui ont mis ce programme à l'antenne ou en diffusion doivent être condamnés non pas juridiquement, mais civilement, politiquement. C'est voilà. Et quant à la ministre de la Justice, de la Culture. Pardon, la ministre de la Culture, oui, parce que elle a deux outils. Elle a l'Arcom. Moi, je m'étonne du silence de l'Arcom à peu près sur tout ce qui se passe dans le PAF depuis plus d'1 an. Je me demande où est l'Arcom.
Quelles que soient les situations, d'Hanouna à CNews en passant par ça, je me demande ce que fait l'Arcom et à quoi sont utilisées les ressources assez importantes qui la composent. Puis la deuxième chose, c'est la ministre de la Culture, elle a en main, entre guillemets, le service public de l'audiovisuel. Si ça lui plaît pas ce qui se passe sur les chaînes privées, qu'elle montre ce que peut faire le service public, un vrai service public, avec des vraies émissions de service public. Oui. Olivier d'Artigol, votre tour de table, vous pensez que vous voulez parler de la motion de rejet qui signe la fin du en même temps? Oui, et plus largement, je n'ai pas aimé le macronisme dans sa tentative de vouloir être à lui seul le nouveau monde. Moi, je me sens indécrotablement de l'ancien monde dans le goût que j'ai du débat politique et du clivage droite-gauche. Le macronisme a voulu à un moment donné être à lui seul le camp de la raison et presque même de l'idéal démocratique en rejetant toutes les acteurs politiques qui n'étaient pas de ce bloc central aux extrêmes. Je trouve que ça a eu des conséquences très néfastes pour la qualité du débat politique et démocratique, et je vois dans l'actualité parlementaire très récente peut-être le retour de ce vieux monde. Je n'ai pas de sympathie directe avec LR, mais je trouve que ce qu'a fait LR mérite d'être souligné, puisqu'ils sont sur leur conception et ils le défendent crânement. Je souhaite que la gauche puisse revenir du diable Vauvert et que la fin de la NUPS puisse permettre à une gauche de nouveau sociale, républicaine, laïque, de reconstruire un imaginaire qui a tant manqué. Donc j'espère qu'on va pouvoir retrouver quelque chose qui permettra à notre démocratie d'aller mieux. Plus grand, un mot. Alors, je pense que ça va dans ce sens parce que 2017, c'est un hold-up, c'est-à-dire quelqu'un qui a du talent, qui est entouré de quelques-uns. Avec un alignement des planètes exceptionnel pour lui. Oui, exactement. Et donc, c'est un hold-up avec quelqu'un de talent. Emmanuel Macron entouré de quelques-uns qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont dans tous les postes importants. Oui. Premièrement, c'est un hold-up. C'est une parenthèse. C'est-à-dire que on est un certain nombre, je crois, peut-être Philippe et moi, en tout cas, on l'a toujours dit. C'était une parenthèse. Pourquoi? Parce que le macronisme n'existe pas. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de conviction. Or, la politique, ce sont d'abord des convictions. Que vous soyez communiste, que vous soyez gaulliste, que vous soyez autre chose, si vous voulez durer, si vous voulez imprimer, il faut avoir des convictions. Et donc, dernier point, évidemment qu'après Macron, il y aura un retour de la droite et de la gauche, et c'est salutaire, car la démocratie se nourrit de la différence. Philippe Bilger et Nicolas Corato. D'ailleurs, la meilleure preuve que ce que vous dites et Olivier avant est vrai, c'est que Macron lui-même, qui rêve de continuer un dépassement, se rend compte des limites de celui-ci et qu'il ne le met plus en œuvre. Il va le voir durant la CMP. Nicolas Corato, vous croyez au retour de la droite et de la gauche? Je suis pas si optimiste que vous, si tant est que le fait que la gauche et la droite reviennent soit une bonne chose. Mais moi, je pense surtout à l'effet de ces 10 ans de en même temps. On va constater. Et notamment sur la confusion et la qualité du débat public. Moi, je pense à tous ces jeunes qui sont rentrés en politique ou qui ont pris contact avec le débat public depuis 2017. La confusion dans les concepts qui règnent, la confusion dans les lignes, et finalement une forme de radicalisation qui naît de cette confusion. Moi, je ne suis pas persuadé qu'on sorte en 2027 avec la gauche et la droite. On peut sortir avec des radicaux de partout qui devront, de Zemmour aux écologistes, en passant par des gens à droite ou à l'extrême droite ou à l'ultra droite et des gens à l'extrême gauche. On risque de sortir de cette confusion par la radicalisation et certainement pas par le monde que nous avons connu nous, mais que tous ces jeunes qui sont entrés en politique pendant ces 10 ans n'auront pas connu. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution en fait? Parce que je vous entends tous dire que c'était mieux avant, mais c'est quoi aujourd'hui la solution? Non, mais c'est un vrai débat. Je trouve que c'est tout à fait important de voir l'étape d'après. Moi, je pense que la droite et la gauche reviendront parce que c'est pas comme ça. Ce ne sont pas des marionnettes. La droite correspond à une approche principalement par la personne, par l'individu. Ça peut être l'individualisme qui est mauvais, mais ça peut être aussi la personne au sens de penseurs comme il y avait Mounier par exemple. Et la gauche, c'est une approche par le collectif. Et donc ça, c'est naturel, c'est ontologique, c'est dans la personne. Et la gauche reviendra parce que il y a besoin de lutte collective aussi dans une nation. Donc la droite et la gauche, c'est quelque chose de sérieux. Ça reviendra. C'est comme si vous envoyez quelque part un boomerang, il revient forcément parce qu'il est structurant en démocratie.
et tirer les enseignements de véritables erreurs. Moi, j'ai toujours pensé, pour la vie parlementaire et sa qualité, que le statut de député-maire, qui permettait un contact au réel quand vous gérez une ville, permettait un cursus dans la vie politique, permettant l'élection de députés, qui avait quand même une épaisseur en termes d'expérience. Ça a beaucoup manqué dans les dernières assemblées. Eh bien, vous restez avec nous dans un instant, la suite du tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Luc, on va revenir sur l'humain, sur la fraternité. C'est ça? Oui, on vit une époque formidable. Les mots que l'on entend tous les jours, c'est la violence, c'est la guerre. Et je continue? Non. Non. C'est dans un instant. C'était un bon teasing. Et tout de suite, on va vous donner la possibilité de gagner peut-être un cadeau, ou en tout cas tenter votre chance pour remporter un des jolis cadeaux de Noël du sapin Sud Radio. Vous allez pouvoir peut-être gagner, alors écoutez bien, votre week-end pour 2 personnes dans un lieu d'exception en France avec Vacances Bleues, ou votre séance photo professionnelle en famille avec leshootingbox.com, ou encore de nombreux autres cadeaux qui sont au pied de ce sapin Sud Radio. C'est facile, 0826 300 300, c'est ce numéro qui est toujours gagnant sur Sud Radio. Ne vous inquiétez pas. Philippe Bilger, un chiffre entre 1 et 25. 23. Le 23e appel au standard. C'est pour vous peut-être l'occasion de repartir avec un très joli cadeau. Et merci de votre fidélité. On revient dans un instant. Bienvenue les amis, les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Luc Gras, et on a récupéré Nicolas Corato, oui, qui s'est substitué, puisque voilà, bon, bref. Et on est le soir de sa 4e victoire, donc là c'est vraiment une pression énorme pour Nicolas Corato. C'est énorme. Et on évoquait tout à l'heure le tour de table de l'actu des vraies voix, avec un petit teasing avec Luc Gras sur cette fraternité qui est sans doute la grande oubliée de notre société aujourd'hui, ou de nos sociétés en général. Exactement. En fait, on vit une époque formidable. Les mots qui reviennent en permanence dans le débat public et dans la société, c'est le mot de violence, de harcèlement. Il y a la guerre par-ci, la guerre par-là. Poutine qui se fait du souci pour les pauvres victimes dans la guerre en Ukraine, en Israël et en Palestine. On voit bien que chacun s'affuble des mots d'oiseaux les plus terribles. On est vraiment dans une société anxiogène, et je me dis en réfléchissant que on a peut-être oublié le 3e volet de notre devise républicaine. Il y a liberté, égalité et fraternité. Il fut un temps pas si éloigné où la solidarité, où la fraternité avait du sens. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, c'est la confrontation, c'est le conflit. Et on va aller où comme ça? On va aller jusqu'où? Donc l'idée, c'est que dans une société qui saurait reprendre les fondamentaux d'un cadre et d'une unité sur les valeurs de la République, il y aurait toute sa place pour la liberté d'expression dans le respect des autres, pour l'égalité citoyenne, comme le disait si bien tout à l'heure Philippe Bilger, et aussi pour la fraternité. La fraternité, c'est qu'on ne vit pas sur une île déserte tout seul, on vit en communauté, on peut s'enrichir par les différences, et sans être qualifié de bisounours, il est certain que l'intelligence collective permettrait de répondre à beaucoup d'enjeux, et malheureusement aujourd'hui, cette option-là, c'est pas celle qu'on prend le plus souvent. Autant dire que, Luc, je vais forcer le trait, et donc, connaissant ma nature, je vais aller vers un paroxysme absolu. C'est étonnant. Est-ce que le problème de la fraternité ne vient pas du fait que les 2 premières exigences de la devise républicaine sont antinomiques? Est-ce que l'égalité peut aller de pair avec la liberté? Et comme il y a une contradiction, la fraternité devient inconcevable. Alors c'est une bonne question, mais vous savez, les devises, c'est comme tous les concepts, on doit tendre vers. Et donc on doit tendre vers l'égalité pour permettre à chacun d'exprimer et d'exercer sa liberté. Alors à partir du moment où chacun a conscience que la société fait son maximum pour garantir l'égalité, à ce moment-là, la fraternité peut arriver. Ce qui fait qu'il n'y a pas de fraternité, c'est le sentiment de rancœur et le sentiment d'injustice. Et vous regardez les révoltes dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que Poutine attaque l'Ukraine? C'est parce qu'il a un sentiment qu'il y a une injustice par rapport à cet ancien territoire russe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Palestiniens se révoltent contre les Israéliens? Parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui fait que les Israéliens se révoltent et attaquent
attaque si fortement Gaza, c'est parce que il y a eu ce massacre du 7 octobre. Donc le sentiment d'injustice par rapport à la notion d'égalité nourrit l'agressivité et joue contre la fraternité. Nicolas Corato. Oui. Ça vole où là? Qu'est-ce que l'histoire Je dirais que ça vole bas. Je pense qu'on peut être hyperbolique. J'ai envie de répondre à Philippe Bilger que c'est compliqué d'être libre tout seul et que qu'est-ce qu'il y a derrière la fraternité? Il y a la nation. Et que la nation, en France en tout cas, en République française, ça n'est pas une affaire d'origine, ça n'est pas une affaire de condition, c'est une affaire de volonté, donc de fraternité, cette idée de se retrouver ensemble, de s'organiser ensemble pour être un peu plus libre, un peu plus égaux et progresser ensemble. Et c'est vrai que on dit souvent que le sentiment national disparaît et on essaye de le remplacer par d'autres sentiments nationaux qui ne sont pas de notre culture républicaine. C'est peut-être justement parce qu'on arrête, et on a arrêté de se parler, et d'envisager un projet national, parce que c'est ça qui nous détermine, nous, dans cette République française, cette capacité dans un pays où les gens viennent de tous horizons, du monde entier quasiment, de s'organiser et par la fraternité de progresser. Donc c'est une notion centrale et cardinale, peut-être plus importante que les deux précédentes. À la condition de respecter ce qui fait nation. Philippe Bilger, ça vous laisse... Je comprends bien, Nicolas. Ça veut dire que j'ai raison quand on reste sur le plan individuel et pas collectif. Oui. Mais vous avez toujours raison, Philippe. Non, mais quand vous parlez d'individualité, vous avez toujours raison. Là, je voulais être sûr d'avoir. C'est sur le collectif compris que vous avez quelques lacunes. C'est en cela que j'ai plutôt de droite. J'ai toujours envie de se dire, mais en fait, c'est quoi la démarche? À chaque fois, je vous pose tous cette question en disant le constat, c'est ça, mais finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une belle question. C'est un projet politique. Ouais, il faut revenir aux essentiels, aux fondamentaux. Qu'est-ce que la France? Mais par qui? Par qui? Ah bah c'est évidemment l'exécutif qui doit mettre le tempo. C'est le président de la République sous la Ve République qui est le visionnaire, qui dit où on va, qui emmène son peuple. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui on aurait un président de la République en France qui aurait une vision pour la France. Beaucoup des problèmes dans les banlieues, dans les cités, etc. seraient résolus parce que il entraînerait. Vous le voyez, il n'y a pas besoin d'être président de la République pour autour de soi, dans sa ville, dans son village, dans son association, voir que quand on entraîne une dynamique par l'exemplarité, par la vision, on arrive à résoudre bien des différends. Eh ben, on a 3 ans pour trouver quelqu'un. 0826 300 300, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur le coup de projecteur des vraies voix. Enfin, ça y est, vous m'avez ému tellement c'est intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, les pays du monde entier réunis à Dubaï pour la COP28 ont adopté donc par consensus une décision pour abandonner progressivement ces énergies fossiles. Avec cette question du jour, la fin de l'ère des énergies fossiles peut-elle vraiment commencer dans une monarchie pétrolière, Philippe? Oui, alors parlons vrai. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est un accord historique? Est-ce qu'on peut sortir des énergies fossiles d'ici 2050? C'est dans à peine un quart de siècle, un gros quart de siècle. Quel que soit votre avis, appelez-nous au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites non à 90% sur Twitter. Et Philippe Charles est avec nous, expert transition énergétique à l'Institut Sapiens et auteur de 10 commandements de la transition énergétique chez VA Presse. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que finalement, on nous vend une hérésie? Oh, une hérésie, je dirais pas une hérésie, mais cela étant, je vais faire partie et augmenter le 90 à 91%. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite, soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous, la fine équipe. Philippe Bilger est avec nous, Luc Gras aussi et Nicolas Corato. Et vos appels au 0826 300 300 avec une information qui vient de tomber. Oui, Philippe. qui vient de tomber. La capitale européenne de la culture 2028 sera Bourges. Il y avait également Montpellier, Rouen et Clermont-Ferrand en compétition. Mais c'est Bourges qui a remporté le droit d'organiser, d'être la capitale européenne de la culture dans 5 ans, donc en 2028. Et félicitations, bien sûr. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et certains qualifient ce résultat d'historique après une nuit de prolongation à la COP28 du Dubaï. Les pays du monde entier approuvent donc un appel à abandonner progressivement les énergies fossiles. Les pays pétroliers s'opposaient à l'idée d'une sortie rapide de ces énergies, mais Emmanuel Macron, lui, salue une étape importante, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, cet énième accord est vraiment historique? Est-ce que c'est plausible de cette fin de l'ère des énergies fossiles depuis une
monarchie pétrolière. Vous dites non à 86%. On est dans le rêve ou pourquoi pas, avec le progrès technique, ce sera une réalité. Appelez-nous au 0826 300 300. Et Philippe Charles est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes expert transition énergétique à l'Institut Sapiens et auteur de ce livre 10 commandements de la transition énergétique chez VA Presse. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, cet accord dit historique. Alors je sais que c'est pas vraiment votre fort. Mais justement, ma chère Cécile, je ne remercie pas Sud Radio d'avoir choisi un sujet qui va encore une fois montrer mon incompétence relative. Et je remercie Sud Radio parce que ce sujet va permettre à notre invité d'être lumineux comme à l'ordinaire. Mais plus sérieusement, pour un expert en énergie, c'est normal. Je n'ai qu'une question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Philippe Charles, que cet accord obtenu au forceps in extremis est la concession verbale qui ne coûte rien de la part des monarchies pétrolières et que rien par la suite ne se produira? Il ne coûte rien à personne puisque derrière l'accord, alors l'accord a sorti un nouveau mot de la langue française. On voulait le mot sortie et aujourd'hui il y a le mot transitionnement qui est apparu. Donc c'est un nouveau mot de la langue française qui est sorti de la COP28. Alors moi je vous dirais, j'ai commencé ma carrière dans l'énergie en 1982 et à l'époque la proportion d'énergie fossile dans le mix énergétique mondial c'était 88% et aujourd'hui on était à 83%. Et donc on veut arriver à 0% en 2050, c'est absolument impossible. On sait que tous les scénarios crédibles prédisent au mieux 50%, entre 40 et 60% de fossiles à l'horizon 2050. La deuxième chose, c'est que ces accords sont, comme d'habitude, un catalogue de bonnes intentions, puisque derrière, il n'y a absolument aucune contrainte. Ce sont des accords non contraignants, puisque ça vient de l'ONU et l'ONU ne peut pas imposer d'accords contraignants aux différents pays. Donc, ce qui veut dire que, moi, je compare toujours ça à un emprunt où vous empruntez à la banque, mais il n'y a pas d'échéancier de remboursement, ni de date de remboursement, ni de somme à rembourser. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, vous empruntez finalement à crédit. Donc, je dirais que comme d'habitude, et comme pour la COP21 il y a 10 ans, c'est un accord à crédit. Ah oui. Nicolas Corato. Alors moi je suis pas d'accord, mais je suis pas un expert moi sur la partie de l'énergie. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le cheminement politique. D'abord les COP sont issus de consensus, c'est-à-dire que ces textes a reçu le consensus de l'ensemble des États du monde. Ils sont pas contraignants, ils ne l'ont jamais été. Mais ils fixent un symbole, une ligne et un message. Un symbole qui est envoyé non pas qu'aux populations civiles, aux dirigeants publics qui le peuplent, mais aussi au marché financier. Finalement, la COP, elle fixe la tendance pour les prochaines années. Qu'est-ce qui sera tendance ou pas? Et ce qui est très intéressant, c'est que cette COP, elle s'est tenue à Dubaï, qu'elle a été largement pilotée et influencée par les lobbyistes du secteur pétrolier, qui sont venus par dizaines de centaines, ou par plusieurs centaines à Dubaï, et finalement pour consentir à un compromis. 0, 50%, 80%, peu importe. Ce qui est important, c'est que l'industrie pétrolière a pris conscience et a pris acte devant le monde entier que demain ne serait pas comme les 80 ans qui nous ont précédés. Et que la fin de la pétrochimie, la fin des hydrocarbures n'était pas programmée, mais qu'elle était engagée. Et que donc, on va devoir changer, et cette industrie va devoir. Là où elle était très maligne, c'est qu'elle a pris, d'une certaine manière à Dubaï, en partie seulement, mais en partie, les choses en main. Alors les écologistes vont dire que c'est dangereux, les gens qui sont plus pragmatiques vont dire finalement, pour arrêter les hydrocarbures, il n'y a rien de mieux que Total Energy. Voilà, c'est le débat qu'on peut avoir. Mais je trouve que on peut la qualifier d'historique, cette COP, parce que ceux qui sont concernés au premier chef par la fin programmée de cette économie axée sur les hydrocarbures sont signataires d'une certaine manière de cette COP. Alors c'est intéressant cette approche-là parce que c'est pas la même, mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur des questions de masse, mais des questions de flux. C'est-à-dire, en gros, l'important c'est on va vers où? Est-ce que les dirigeants qui étaient rassemblés sont vraiment honnêtes et authentiques, veulent faire simplement un coup médiatique, ou bien essayer d'emmener
le bateau dans cette direction-là. Et c'est ça qui est important. Et l'écologie ne peut avancer, et la prise de conscience écologique ne peut avancer que d'une matière positive. Les interdits ne marchent pas, et c'est pour la raison pour laquelle les COP finalement ne sont pas nécessairement contraignantes, parce que l'écologie avance quand chacun chez soi, chacun dans sa vie, chacun dans sa société, dans sa vie, décide d'aller vers ça. Et donc je trouve que évidemment que c'est pas historique, ça c'est une évidence, comme la COP à Paris n'a pas été historique. À chaque fois, on nous refait le coup, est-ce que c'est historique? Ça n'est jamais historique. Par contre, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit à l'instant, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique d'avancer vers là, une prise de conscience? Alors moi je crois que la réduction ne viendra pas d'une décision politique pour raison bien simple. Vous avez deux moyens de réduire la consommation d'hydrocarbures. Le premier, c'est de jouer sur l'offre. Donc c'est-à-dire, c'est vous arrêter d'investir dans les champs pétroliers. Il faut savoir que les champs pétroliers, les champs gaziers, leur production naturelle diminue de 4 à 6% par an dans un monde qui est encore avec une demande croissante. Et donc si vous réduisez par l'offre, vous allez créer un assèchement, je vais dire, de l'approvisionnement des marchés pétroliers et donc une augmentation incontrôlée des prix où les prix du baril peuvent atteindre des prix stratosphériques et aucun gouvernement, enfin de mon avis, ne prendra jamais la responsabilité de le faire, tout simplement parce que on connaît les gilets jaunes, à la moindre augmentation de 10 centimes du litre d'essence, tout le monde proteste et l'État ouvre son carnet de chèques. Et puis vous avez la deuxième méthode, mais qui est beaucoup plus longue, et c'est la seule qui soit crédible, c'est par la demande. Donc c'est-à-dire que globalement, c'est le consommateur qui lui-même va décider de réduire sa consommation, et réduire sa consommation, pour ça, il faut lui fournir des alternatives valables. Alors, alternative valable, ça veut dire quoi? Ça veut dire une énergie qui est accessible et qui est suffisamment économique pour qu'il puisse continuer à vivre et à garder son niveau de vie. Et ça sera très lent. Alors, la réduction, elle aura bien lieu, mais elle aura lieu à des échéances qui sont bien plus lointaines que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Du moins, c'est ma vision aujourd'hui. Et le passé, comme je vous l'ai indiqué, me donne un peu raison. Allez-y. Pardon, Cécile. Allez-y, est-ce que ça veut dire que ce qu'a développé Nicolas Corato est vrai, c'est que même symboliquement, ce genre de grande réunion internationale a du sens? C'est-à-dire que moi j'appelle ça des agendas inversés. Un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye certes d'aller à un objectif, mais il se pose toujours la question des moyens économiques, sociétaux maintenant, donc c'est-à-dire l'acceptabilité d'un projet est quelque chose d'absolument fondamental dans une décision, de voir si les ressources humaines sont disponibles ou pas, et puis après on se donne finalement un objectif final. Ici on fait l'inverse, on se donne un objectif final et on réfléchit après quels sont les moyens nécessaires pour y arriver. Donc par exemple, autre exemple, le triplement du nucléaire et le triplement des énergies renouvelables. Est-ce qu'on se pose derrière la quantité de métaux, la quantité de ressources humaines nécessaires? Oui. Non. Et donc c'est pour ça qu'à terme, et c'est un peu le problème de la COP21, c'est que presque 10 ans après la COP21, finalement, on n'a jamais consommé autant de gaz, autant de pétrole, autant de charbon. Et le réchauffement n'a jamais été aussi intense. Donc il faudrait peut-être se poser la question d'agenda différent, d'agenda politique inversé. Et personnellement, je suis contre. Non, mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Alors moi, vu de ma fenêtre, je connais encore moins que mes amis, de dire, parce que ceux qui ont signé quelque part la main, enfin qui ont tapé dans la main, ne seront plus là en 2050. Si c'est non contraignant, à ce moment-là, à quel moment et qui va leur demander des comptes? Et personne. À qui on ira? Mais personne ne leur demandera des comptes, comme pour la. Donc c'est de l'affichage. Donc c'est complètement de l'affichage. C'est comme un peu ces 100 milliards d'euros qu'on avait promis pour les pays en difficulté insulaire notamment. On les a jamais donnés, alors qu'il en faudrait probablement 2000 milliards de dollars par an pour assurer la transition énergétique des pays émergents, qui émettent de plus en plus, qui consomment de plus en plus de charbon, de pétrole et de gaz, parce que finalement, ça a un mérite, c'est que c'est une énergie qui n'est pas chère. Et donc augmenter les prix serait un moyen de réduire la consommation, mais avec tous les risques sociétaux et géopolitiques que ça peut entraîner. Nicolas Corato. Ce débat, enfin cette discussion amène à poser la question. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu de COP, aucune COP, et qu'on avait laissé la main invisible du marché réguler ou gérer
notre consommation d'énergie à l'échelle de la planète. Je suis d'accord avec vous. C'est un vrai sujet. C'est vrai. C'est un vrai sujet. Et donc au moins les COP, elles ont cette utilité-là. Je pense que de cette prise de conscience sont nées quand même. On serait peut-être pas où on en est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de COP. La deuxième chose, moi, que je note sur cette COP, dont on parle beaucoup moins, c'est la victoire du nucléaire. Vous l'avez noté. Mais oui, alors c'est pas la victoire de la COP, c'est une victoire qui est parallèle à la COP, puisque ce sont 22 pays qui se sont organisés, qui ont dit vouloir multiplier par 3 la production électronucléaire à l'horizon, disons pour les 25 ans à venir, mais ça n'est pas une vraie décision de la COP. Mais ce sont pas n'importe quel pays. Ça s'est passé grâce à la COP. Et c'est une forme de consécration du nucléaire qui apparaît comme une alternative très forte à la consommation. Je ne suis pas encore sur le mot consécration, mais je dirais qu'il y a un refrémissement incontestable du nucléaire et c'est une bonne chose. Ils étaient moins bankable, pardonnez-moi l'expression, avant cette COP que depuis. Voilà, en tout cas au niveau international. Ça avait déjà progressé au niveau de l'Europe. Avant la COP, le nucléaire est maintenant considéré en taxonomie verte sur le même niveau que les renouvelables et peut donc bénéficier de financements européens. On y est quand même arrivé malgré l'Allemagne qui est toujours et c'est une vraie victoire du président Macron d'ailleurs qu'il faut noter. Luc Gras, après deux questions. Est-ce que dans le cadre de la COP 28, là, il y a prévu un objectif, un calendrier pour arriver à ce 0%? Est-ce qu'il y a un calendrier? Il n'y a pas de calendrier et il n'y a pas de moyens et il n'y a pas de contraintes. C'est pour ça que j'appelle ça un catalogue de bonnes intentions. Cela étant, le catalogue de bonnes intentions, je suis d'accord avec vous. Si ça commence pas par là, personne ne progresse. Et deuxième question rapide, et l'hydrogène, parce que moi depuis que je suis né, on me parle de l'hydrogène. Alors l'hydrogène est le problème de l'hydrogène, c'est que contrairement aux hydrocarbures, il n'y a pas d'hydrogène natif dans la nature. Si, il y a l'hydrogène blanc. Oui, mais c'est... Je suis d'accord avec vous, mais je sais, on en parle en Alsace et même dans la région de Pau, dans les Pyrénées. Mais la voiture à hydrogène, c'est pour quand? Alors la voiture à hydrogène, elle existe. Elle existe. Ce sont des technologies qui existent. Le problème de l'hydrogène, c'est que vous utilisez de l'électricité pour fabriquer l'hydrogène. Éventuellement, vous utilisez déjà de l'énergie pour fabriquer de l'électricité. Et puis après, vous recombinez l'hydrogène pour refabriquer de l'électricité à l'intérieur de la voiture. La voiture à hydrogène n'est pas une voiture thermique, c'est une voiture électrique où vous emmenez avec vous l'hydrogène et vous fabriquez l'hydrogène avec ce qu'on appelle une pile à combustible à l'intérieur de la voiture. Donc à la sortie, vous avez un rendement d'à peu près 10 à 15%, donc ce qui veut dire que c'est quand même une consommation démesurée d'énergie. Donc je dirais qu'il faut appliquer l'hydrogène à des vecteurs énergétiques où on trouve rien d'autre. Mais il faut sûrement pas l'appliquer partout, ce serait complètement débile. Mais l'avenir, c'est quoi? C'est un grand mix énergétique? L'avenir, c'est un grand mix énergétique et les calculs qu'on vient de terminer, je pourrais vous en parler si vous voulez en janvier. Y compris avec les biocarburants à base de végétaux, l'éthanol, etc. Montre que le mix énergétique français à l'horizon 2050 comprendra encore 25% de gaz, on pourra pas faire autrement. Alors le gouvernement et je vais dire l'ensemble des plans qui sont aujourd'hui présentés disent qu'il y aura plus de gaz, mais en fait on pourra pas faire autrement. Ou alors on n'aura pas assez d'électricité. Surtout qu'on veut en plus réindustrialiser parallèlement, ce qui est une bonne chose, et réindustrialiser sans énergie, je suis désolé, mais c'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que le 100% électrique automobile, c'est une hérésie aussi? Le 100% électrique automobile, oui. Enfin automobile et mobilité au sens large. La voiture électrique est essentiellement prévue pour les courtes distances que j'appellerais les faibles puissances, donc pas pour les camions par exemple. Mais les courtes distances, c'est-à-dire moins de 150 km par jour, ça couvre quand même 75% des kilomètres parcourus en France. Donc c'est très large du bas. Mais je suis désolé, à 1er août, le jour de la grande transhumance, un parc 100% électrique... Ma chère Cécile, vous passerez vos vacances sur le parking de l'autoroute à attendre la prise. Ou avec une très longue rallonge. Ça, c'est la voiture belge. Oui. Une dernière question pour une réponse très courte. Oui. Le charbon, la lignite qui pollue encore plus que le charbon, l'Allemagne rouvre des centrales à lignite. Et la Chine ouvre des centrales à charbon toutes les semaines. Est-ce que la vraie question, c'est pas ça? Parce que ça produit plus de CO2 que le gaz et le pétrole. C'est Brice Lalonde qui avait expliqué que si instantanément on substituait le charbon par du gaz, ce qui n'est pas possible, on aurait fait mieux que les objectifs de la COP 21 aujourd'hui.
Merci beaucoup. Il est terrifiant de compétences. Mais oui, c'est fou. Hein. Philippe Charles, merci beaucoup, expert transition énergétique. D'être clair. À l'Institut Sapiens, c'est auteur de 10 commandements de la transition énergétique chez VA Presse. Merci beaucoup, Nicolas Corato, d'avoir été avec nous. Merci, Luc Gras, merci Philippe Bilger et merci Olivier D'Artigol qui est parti un peu plus bref. Nicolas, l'esprit levé, a pris la relève. Hein. Ah oui. Et en attendant, nous avons un gagnant avec nous et nous partons à Perpignan avec Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir Cécile, bonsoir à toute l'équipe. Et c'est le moment de découvrir si vous avez remporté un joli cadeau ou pas. Vous êtes le 23e appel au standard et on écoute. Ah bah oui, il n'y a pas de pardon sur Sud Radio, tout le monde gagne. Vous avez gagné un coffret d'une valeur de 300 € qui comprend une sublime enceinte connectée, la Bubble Lamp Design et avec son chargeur à induction. Votre enceinte radio étanche pour écouter bien entendu Sud Radio et même sous la douche. C'est pour vous dire comme c'est intéressant. Et avec plein d'autres surprises design et connectées de la marque française Lexon. On vous remercie d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Je vous remercie énormément et je suis très fidèle à Sud Radio et que je trouve la meilleure radio en France. Du monde. N'oubliez pas. Merci beaucoup. Oui, et ça mériterait un ballotin. Bah bien, on va le garder pour nous, comme ça on le finira. Mais en pensant à Eric. Merci Eric. Bravo Eric. Merci, félicitations. Et merci de votre fidélité. À très bientôt. Bonne continuation, bonne fête à tous. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler d'engagement, de RSE, d'inclusion, d'équité. Et c'est le groupe L'Oréal qui sera avec nous. À tout de suite.